Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui au programme, je vais vous raconter 5 histoires réelles terrifiantes. J'espère que la vidéo vous plaira. Comme d'habitude, si ça vous plaît, vous pouvez laisser un j'aime et vous abonner à la chaîne. Me retrouvez aussi sur Instagram AkenTV que je vous mets juste ici. J'avais une petite question à vous poser. Je sais que généralement vous êtes plutôt friand sur la chaîne d'histoires mystérieuses, que ce soit du paranormal ou des mystères au sens large du terme. Je me disais, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse des vidéos sur des petites extensions de ce domaine-là? Ça peut être les théories du complot, les sectes, les légendes urbaines et même les cryptides. Donc dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui pourrait vous plaire. Je pense que j'en ferai quelques-uns de toute manière parce que c'est des sujets qui m'intéressent aussi naturellement. Mais voilà, je me dis que ce serait cool d'avoir votre avis sur la question. J'espère que vous êtes maintenant bien installés et on est parti pour se plonger ensemble dans nos différentes histoires. L'Europe du XIIIe siècle traverse une période de troubles profonds. Un continent déchiré par des luttes de pouvoir, des guerres civiles et des rivalités religieuses. Mais parmi tous ces bouleversements, il y a un événement qui allait marquer l'histoire. Et ça, à jamais, secouant l'Angleterre et bien au-delà. En 1649, le monde assiste à l'impensable. Le procès et l'exécution du roi Charles Ier, un monarque qui a été jugé par son propre peuple, un souverain conduit à l'échafaud au nom d'une nouvelle ère. Ce jour-là, les fondations même du pouvoir royal tremblaient, et les échos de cet acte allaient résonner dans toute l'Europe, même chez nous, avec ce qui s'est passé environ un siècle plus tard. Si vous n'avez pas compris, je parle de la séparation de la tête et du corps de Louis XVI. Au cœur de ce chapitre décisif de l'histoire se trouve une personne, Isaac d'Orislo, un érudit néerlandais, juriste et diplomate, dont le destin allait se mêler intimement à celui de la monarchie anglaise. C'est lui qui joua en fait un rôle crucial dans le procès de Charles Ier. Ses arguments, implacables, contribuèrent directement à la condamnation du roi et finalement à sa mise à mort. Mais d'Orislo n'a pas eu le temps de savourer son influence, car quelques mois plus tard, il est retrouvé assassiné. Était-ce une exécution programmée ou une vengeance froide, orchestrée peut-être par des royalistes furieux? Son meurtre demeure encore aujourd'hui entouré de mystères. Mais retournons un peu dans le passé. En 1595, à Alkmaar, en Hollande, naît Isaac d'Orislo. Élevé au sein d'une famille profondément calviniste, il grandit convaincu que l'autorité suprême n'appartient qu'à Dieu, et donc pas au roi. Brillant étudiant, il poursuit ses études à Leyde, puis traverse la mer du Nord pour rejoindre l'Angleterre. Là, il devient le tout premier professeur d'histoire de l'université de Cambridge, et dès ses débuts, d'Orislo attire l'attention et les controverses. Fervent opposant à la monarchie, il n'hésite pas une seule seconde à remettre en cause la légitimité des rois. Dans ses discours et ses écrits, il va même jusqu'à appeler au peuple à se soulever. Et pour appuyer ses idées, il s'appuie sur l'histoire. Il évoque les racines anglo-saxonnes de l'Angleterre, rappelant qu'avant la conquête normande, le peuple vivait selon lui dans une société plus libre et plus démocratique. C'était, pour l'époque, des propos explosifs. Des propos qui allaient bientôt le placer au centre d'une tempête politique, qui allait changer l'histoire du royaume d'Angleterre. Étonnamment, les prises de position assez radicales d'Isaac d'Orislo ne lui attirent généralement que peu d'ennuis. En tout cas, au début. Ses discours frôlent pourtant l'appel au régicide, à la mise à mort du roi, car ses critiques visent principalement le roi Charles Ier. Il dénonce avec virulence les sympathies supposées catholiques du souverain et son incapacité à protéger l'Angleterre face aux grandes puissances étrangères. Des attaques à peine voilées qui auraient pu clairement lui coûter sa liberté, voire même sa propre vie. Mais contre toute attente, ces mots difficiles ne lui valent qu'une sanction symbolique. On lui retarde l'obtention de son doctorat. Concrètement, à notre époque actuelle, s'il y avait encore des rois, c'est comme si vous menaciez de tuer le roi et que pour vous sanctionner, on disait juste « ton bac, tu l'auras pas tout de suite ». C'est plutôt soft. Pour d'Orislo, ce n'est qu'un petit contretemps, alors que pour d'autres, eh bien, la mort allait arriver sur eux plus vite que prévu. Mais cette clémence n'a été que de courte durée, car bientôt le royaume tout entier serait plongé dans la tourmente. Et d'Orislo allait se retrouver en plein cœur de celle-ci. Contre toute attente, la carrière d'Isaac a pris un tournant inattendu. En 1629, il fut admis au sein de la Faculty of Advocates, un puissant collège d'avocats écossais autorisé à plaider devant
toutes les juridictions du pays. Cette position lui a donné une influence démesurée qu'il s'est permis d'utiliser sans la moindre retenue. Ironie du sort, l'homme qui dénonçait autrefois les dérives du pouvoir absolu se mit à défendre des pratiques beaucoup plus autoritaires. Il plaida notamment pour supprimer certaines protections légales des accusés dans les tribunaux écossais, renforçant ainsi le contrôle de la justice sur les individus. Mais ça, ce n'était que le prélude, parce que c'est précisément dans ce rôle d'avocat qu'Isaac allait voir son nom étroitement lié à celui de Charles Ier. Mais comment un juriste néerlandais a-t-il pu se retrouver mêlé au destin d'un des rois les plus célèbres d'Angleterre? La réponse se trouve durant son rôle durant la guerre civile et aussi au cours du procès du roi. En tant que diplomate et érudit en droit, Dorislaw fut happé par le chaos politique et religieux qui secouait l'Europe durant le XVIIe siècle. L'Angleterre, elle, se déchirait en deux camps. D'un côté, les parlementaires, conduits par le puritain Oliver Cromwell, et de l'autre côté, il y avait les royalistes, qui eux, étaient fidèles à Charles Ier, le roi. Pas besoin de réfléchir 100 fois pour savoir de quel côté s'est rangé Dorislaw. Étant donné son éducation, où pour lui les rois n'avaient pas de pouvoir, il s'est rangé de l'autre côté, donc contre les rois. Un choix qui allait sceller son destin tragique. Lorsque la guerre civile anglaise éclate, rangé du côté des parlementaires, Isaac Dorislaw ne reste pas là un simple spectateur. Son rôle va bien au-delà, car c'est lui-même qui s'occupe de rédiger les différentes charges à l'encontre de Charles Ier. Ces accusations, qui sont nourries par son expertise juridique, sont extrêmement lourdes. Il exprime clairement que le roi Charles Ier est accusé de haute trahison contre son peuple et d'autres crimes. Ce sont ces mêmes documents qui deviennent la pierre angulaire au cours du procès du roi. Un procès sans précédent, qui finit en une condamnation à mort. Le 30 janvier 1649, Charles Ier monte sur l'échafaud, et rapidement, un coup de hache s'abat. La tête du roi roule sous les yeux d'une foule complètement sidérée. Dorislaw, lui, n'avait pas participé directement aux audiences. Son nom était inscrit sur les différents documents, mais il n'y était pas directement. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas été oublié. En s'exposant comme il l'a fait, en défiant directement la royauté, Isaac Dorislaw a clairement signé son arrêt de mort. Il a connu une fin aussi brutale que le roi, qu'il avait en quelque sorte lui-même condamné. Le 2 mai 1649, à peine 3 mois après la mort de Charles Ier, Dorislaw est aux Pays-Bas, à La Haye, pour une mission diplomatique. Et alors qu'il séjourne dans une auberge, des hommes armés surgissent et l'assaillent, et froidement, il est abattu. Les témoins évoquent une attaque rapide, précise, quasiment militaire. Était-ce un simple hasard, ou alors une vengeance qui avait été planifié, peut-être par des royalistes qui souhaitaient se venger de celui qui était à l'initiative de la mort du roi? C'est là tout le mystère de la mort d'Isaac Dorislaw. Et ce qui est d'autant plus incroyable dans cette histoire, c'est que la mort de ce fameux Isaac a eu des répercussions énormes. Cromwell, le chef des parlementaires, a accusé la Hollande d'avoir laissé fuir celui qui a mené l'attaque contre Isaac. En réalité, c'est un ambassadeur portugais qui a permis à notre homme de prendre la fuite. Mais le mal était fait. Les tensions entre l'Angleterre et les Provinces-Unies s'exacerbèrent et peu de temps après, le premier conflit anglo-néerlandais a éclaté. L'assassinat de Dorislaw était pour beaucoup un rappel brutal. Un rappel qui indiquait que, parfois, les convictions politiques pouvaient nous faire tuer. Pour certains, il était un héros, l'homme qui avait osé traduire le roi en justice. Pour d'autres, il n'était qu'un traître, une cible légitime. D'un côté, la moitié du pays pleurait sa mort. De l'autre, on célébrait son exécution. Imaginez une île tropicale isolée, perdue au milieu du Pacifique. Des rangées de palmiers se balancent doucement, sous une brise chaude, de l'eau turquoise autour, protégée par des récifs, et l'océan qui scintille à perte de vue. En soi, on voit là un véritable paradis terrestre, un genre d'endroit où on rêve de s'évader pour être loin du monde. Mais derrière ce genre de décor idyllique peut se cacher parfois une histoire bien plus sombre. Une île qui ressemble à ce que je vous ai décrit, nommée Clipperton, est tout sauf un paradis. Aujourd'hui, personne n'y vit. Mais au début du XXe siècle, une centaine d'hommes, de femmes, d'enfants sont envoyés là-bas pour coloniser l'endroit. Et ce qui s'est produit sur place est l'une des histoires les plus tragiques et les plus effroyables que l'histoire ait oubliées. Sur cette île isolée, la faim, la folie et le désespoir ont laissé leur place à l'horreur absolue. Une série de meurtres sanglants, orchestrés par un tyran sans pitié qui décida de régner sur les survivants coûte que coûte. Mais qui était ce mystérieux roi
de l'île Clipperton. Cet homme qui, dans l'isolement le plus total, se proclama maître absolu. Son nom, vous allez le découvrir. C'est moi, personne n'y croit. L'île Clipperton n'est rien de plus qu'un morceau de corail perdu au milieu du Pacifique. À peine 8,9 km² de surface, un cercle fragile entourant un petit point d'eau stagnante. Son isolement est quasiment inimaginable. C'est à 10 600 km de Paris, plus de 5400 km de Tahiti et près de 1100 km des côtes mexicaines. Clipperton est l'unique atoll corallien de tout l'est du Pacifique. Une couronne de sable et de palmiers battue par les vents et encerclée, ça c'est beau, d'une mer d'un bleu éclatant. Un paradis, petit paradis mais paradis quand même, mais qui allait transformer chaque erreur en condamnation à mort. Au centre de l'atoll s'étend un point d'eau qui semble assez attrayant mais en réalité ça représente la mort. Il n'y a aucune vie, pas de poissons sous l'eau et on dit que ce petit lagon est eutrophique, c'est-à-dire saturé en phosphore et en azote, des minéraux qui provoquent d'épaisses fleurs d'algues. Et donc petit à petit l'eau prend cette fameuse couleur verte. C'est un piège naturel, incapable de nourrir quiconque. Ça sert à rien d'y boire si on a soif, on risque plus d'attraper des maladies qu'autre chose. Et pourtant, cette terre d'extérieur attirante a attiré de la civilisation. Les Français, les Mexicains, les Américains et les Britanniques se sont tous disputés ce petit bout de terre. Pourquoi? Tout simplement pour sa position stratégique en mer. Et pour une ressource aussi inexploitée, le guano. Des dépôts riches en nitrates, laissés par des oiseaux migrateurs qui jadis étaient considérés en quelque sorte comme un or blanc, que ce soit pour l'agriculture ou pour la fabrication de poudre à canon. Et cet endroit donc, avec une richesse qui semble intéressante, allait devenir un théâtre de cauchemar. Lorsque la saison des pluies s'achève en octobre, l'île Clipperton se transforme. L'air y devient quasiment irrespirable, il y a un air d'ammoniac, provoqué par les tonnes d'excréments laissés par des chauves-souris, les oiseaux marins, les phoques, un environnement hostile et pourtant on a quand même voulu y envoyer des gens. Et ce qui est marrant avec cette île, c'est qu'elle a beaucoup changé de main. D'abord, on pense que l'île a été découverte par le conquistador espagnol Hernán Cortés ou alors par Fernand de Magellan. Puis ensuite, plus de nouvelles. Plus tard, c'est la France qui la redécouvre et qui décide donc que ce bout d'île est à elle. Sauf qu'en 1825, c'est Benjamin Morel, un capitaine américain qui pose les pieds sur l'île. Et c'est la première fois que quelqu'un y met les pieds. Plus tard, l'île sera rebaptisée l'île de Clipperton, en hommage à un corsaire britannique, John Clipperton. Et plus tard, en 1821, après avoir déclaré son indépendance, qui décide que l'île est à lui. Plus tard, Napoléon III décide que l'île est à la France et il en fait une annexe de Tahiti. Et encore plus tard, l'île attire cette fois-ci les États-Unis, car en 1892, Washington invoque le Guano Island Act. C'est une loi américaine qui permet de revendiquer toute terre où il y a le fameux guano. Donc si chez toi il y a du guano, c'est aux États-Unis, en tout cas à l'époque. Alors en 1895, une équipe de 25 hommes est déployée sur la fameuse île. Le but, exploiter la fameuse ressource qui intéresse tant. Sauf qu'en 1897, bye bye les mineurs américains, ils sont expulsés de l'île. Et pour affirmer que c'est bien au Mexique, le gouvernement décide d'envoyer de la population, d'ériger un phare pour montrer que ça y est, ils ont investi les lieux, c'est à eux. Mais pour diriger cet endroit qui est assez isolé, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne les choses en charge. Alors, un gouverneur est nommé, le capitaine Ramon Arnaud. Mais derrière ce titre un peu pompeux, il y a une réalité plus difficile qui se cache derrière. C'est que désigner cet homme comme gouverneur n'est pas du tout une récompense. C'est une punition parce que cet homme était en fait un déserteur de l'armée mexicaine. Parce que cette fameuse île qu'on pourrait voir à l'extérieur comme une île paradisiaque, c'était pas un endroit qui faisait envie. Ceux qui s'y rendaient, qui étaient forcés d'y aller, pour eux c'était un exil, une punition. Ils étaient isolés de tout et rapidement cet isolement va conduire les habitants de l'île vers la folie. Au départ, la vie sur place semblait presque paradisiaque. Tous les 2 mois, il y avait un bateau venant du Mexique qui apportait des vivres, des médicaments, des provisions. Au début, la petite colonie s'installe doucement. Les hommes pêchaient, les femmes entretenaient le phare, les enfants jouaient sur le sable blanc. Au début, tout était plutôt calme. Mais à des kilomètres de là, au Mexique, le chaos de la révolution, qui allait durer de 1910 à 1920, commence petit à petit à s'installer. Alors, au fur et à mesure que le Mexique voyait sa situation interne se dégrader, la colonie, elle, fut petit à petit oubliée. Au fur et à mesure du temps, les navires de ravitaillement ne venaient plus, alors les habitants de l'île, complètement dépendants à ces réapprovisionnements, se retrouvèrent peu à peu
abandonnés. Ils ne le savaient pas encore bien sûr au début, mais leur paradis allait se transformer en prison. Quand les navires de ravitaillement ne venaient plus, le capitaine Ramon Arnaud, donc le gouverneur, comprit que la situation était désormais désespérée. Et en tant que responsable, il s'est dit qu'il devait faire le maximum pour sauver autant de vies que possible. Mais comment survivre sur un bout d'île où rien ne pousse? Les maigres cocotiers qui étaient là ne donnaient que très peu de fruits, alors déjà première décision, les fruits de ces arbres ne seraient destinés qu'aux enfants et aux femmes. Et chacun n'avait le droit qu'à un seul fruit par semaine. Les hommes, eux, devaient se débrouiller avec ce qu'ils trouvaient. Quelques crabes, des œufs d'oiseaux ou alors l'eau à peine potable. Tout le monde comprend que sans aide extérieure, ils sont foutus. Qu'il n'y a qu'une seule fin qui les attend, c'est la mort. Vous pensez peut-être que la pêche aurait été envisageable? Pas du tout. Les poissons restaient trop loin des côtes, hors d'atteinte des filets de pêche. Alors peu à peu, les corps des habitants commencèrent à s'affaiblir, les maladies ont commencé à se développer, et les morts par famine devinrent inarrêtables. L'île s'enfonçait inexorablement dans la désolation. Et un jour, le capitaine Ramon Arnaud a cru voir au loin un navire. C'était peut-être une dernière chance, une porte de salut. Alors il a réuni les derniers hommes encore en vie, ils ont tous embarqué dans une petite barque pour tenter de rejoindre le fameux bateau. Là, il y a deux versions sur ce qui s'est passé ensuite. Première version, en fait, Ramon Arnaud, affaibli par la faim, aurait eu une hallucination. Il n'y avait pas de bateau. Furieux, les hommes l'auraient attaqué, la barque aurait chaviré et tous se seraient noyés. Dans la seconde version, il y avait bel et bien un navire. Mais les hommes étant épuisés n'ont tout simplement pas réussi à l'atteindre et donc la barque se serait heurtée contre des corails, ils auraient tous chaviré et ils seraient morts noyés. À la mort du capitaine Ramon Arnaud, la colonie sombra encore un peu plus dans l'horreur. Et c'est le gardien du phare, Victoriano Alvarez, qui s'est autoproclamé roi de Clipperton. Et pour les survivants, un nouveau cauchemar commença. Isolé depuis bien trop longtemps, Alvarez, lui, avait déjà sombré dans la folie. Mais cette démence allait se transformer en tyrannie. Il rassembla déjà toutes les armes présentes sur l'île et il les jeta à la mer. Toutes, sauf une seule et unique qu'il gardera avec lui. Dès lors, il était le maître incontesté des lieux. Il imposa sa loi. Toutes les femmes de l'île, y compris les adolescentes, étaient désormais les siennes. Les enfants, eux, ont fini réduits en esclavage, forcés d'accomplir ses ordres. Affamés, épuisés, les survivantes vivaient sous une terreur constante et quiconque désobéissait à ses ordres était soit abattu à mort, soit exécuté d'une balle. Et pendant 3 longues années, l'île de Clipperton est devenue son royaume de douleur. C'est seulement en 1915 que là, la terreur a pris fin. 2 femmes, dont Alicia Arnaud, la veuve du capitaine qui devait à la base diriger l'île, a été convoquée au phare par Alvarez, le fameux roi. Mais cette fois, elle et l'autre femme ont refusé de se soumettre. Armées d'un marteau et d'un couteau, elles ont attaqué le tyran et elles ont réussi, folles de rage, à le tuer. Elles ont ensuite laissé son corps sur le rivage, corps qui a été dévoré au fur et à mesure par les crabes présents sur l'île. C'était une victoire très amère. Certes, le roi tyrannique était mort, mais le problème persiste. Les survivantes sont toujours prisonnières de cet endroit, affaiblies, affamées, à bout de force. Mais 2 ans après la mort du roi, en 1917, un navire est aperçu à l'horizon. Cette fois, c'est sûr et certain, ce n'est pas une hallucination, le bateau est bien réel. C'était une canonnière américaine, l'USS Yorktown, qui, en patrouille dans le Pacifique, aperçoit une île qui semble être déserte, mais finalement, il voit les femmes et les enfants, épuisés, mais encore vivants. Alors, une opération de sauvetage est lancée, et ceux qui se rendent sur l'île font face à un spectacle d'horreur. Ils tombent sur ces survivantes squelettiques, le regard perdu marqué par des années de faim, de maladie, de terreur. Ils tombent aussi sur beaucoup de corps, de personnes qui n'ont pas réussi à survivre à l'enfer. Tout le monde est ramené sur le bateau américain. Alicia Arnaud raconte l'histoire de cette colonie perdue et les marins sont complètement horrifiés. Si horrifiés que dans le rapport officiel, ils décèdent de taire les événements qui se sont produits. Toutes les atrocités réalisées par le fameux roi de Clipperton. Les hommes du bateau américain, bouleversés par ce destin tragique, réalisent une cagnotte pour aider les femmes survivantes à retrouver une vie aussi saine que possible au Mexique. Les habitants du Mexique, une fois les survivantes ramenées, organisent une grande fête pour célébrer le retour de ces femmes et enfants, mais aussi pour remercier les Américains de leur sauvetage. Mais cette joie est teintée de tristesse. Certes, les survivantes sont là, en vie, mais complètement brisées. Le commandant du bateau américain était choqué parce qu'Alicia Arnaud, selon ses estimations, devait avoir la quarantaine, mais en réalité, son apparence cachait un âge de 29 ans. Et les autres survivantes semblaient plus vieilles, mais étaient en réalité encore plus jeunes.
ce qui ne fait que montrer encore une fois à quel point le roi de Clipperton, ce tyran, était horrible. Ça veut dire qu'il a abusé intimement de très jeunes filles. Après 9 années d'enfer, Clipperton est resté un tombeau silencieux. Les seules choses qui y règnent aujourd'hui sont les crabes, le sable et le fantôme de ceux que Clipperton a engloutis. Aujourd'hui, les théories du complot saturent notre monde. Certaines font sourire, d'autres sont plutôt absurdes, mais parfois la réalité dépasse de loin la fiction. Derrière les discours farfelus, il existe de véritables conspirations, bien plus troublantes que tout ce que l'on pourrait imaginer. Des hommes d'affaires retrouvés, comme s'ils s'étaient eux-mêmes ôté la vie, avec 3 balles dans le dos. Étrange, on peut avoir des commandos déguisés en joueurs de tennis, des poignées de porte enduites de poison mystérieusement. Et puis il y a l'histoire de Gareth Williams, un génie des chiffres, un employé du MI6 qui a été retrouvé mort, enfermé dans un sac de sport. Officiellement, c'est un accident. Officieusement, un mystère qui pue la conspiration à plein nez. Gareth naît à Valais, un village paisible du Pays de Galles. Enfant prodige, il dévore les mathématiques. Il suit des cours universitaires alors que lui-même est encore au lycée. Il décroche un diplôme avec mention à l'âge de 17 ans, puis il se lance dans l'aventure d'un doctorat. Mais son destin bifurque. Il rejoint le GCHQ, le quartier général des communications britanniques. Un monde d'ombre où l'information est une arme. En 2009, il est détaché auprès du MI6. Officiellement pour décrypter des codes, officieusement, il collabore aussi avec la NSA sur des dossiers explosifs. Réseau de blanchiment d'argent, espionnage russe, et Gareth savait des choses que peut-être il n'aurait jamais dû apprendre. Car en août 2010, il disparaît. Personne ne s'inquiète, pas ses collègues, pas ses supérieurs, pas même le MI6. Il faudra l'appel inquiet de sa sœur, plusieurs jours plus tard, pour que la police se décide enfin à se poser des questions. Et le 23 août, les enquêteurs entrent dans son appartement londonien. Une odeur épouvantable les accueille, et dans la salle de bain, ils tombent sur une vision d'horreur. Gareth J, nu, déjà en décomposition dans un sac de sport rouge. Le sac est verrouillé de l'extérieur par un cadenas, et la clé est sous son corps. Un détail qui semble impossible. Son appartement est fouillé, chaque surface, chaque objet, chaque trace potentielle, mais rien. Sur le sac, on trouve des fragments d'ADN appartenant à 2 autres personnes jamais identifiées. On ne retrouve pas la moindre empreinte de Gareth, ni sur le cadenas, ni sur le sac, ni sur la baignoire, et il n'y a pas non plus de traces d'effraction. C'est comme si Gareth s'était volatilisé avant d'être retrouvé dans un sac. Le médecin légiste est catégorique, c'est impossible qu'il se soit enfermé dans le sac tout seul. Tu m'étonnes. Pour le médecin, il s'agit bel et bien d'une mort criminelle. Mais Scotland Yard s'oppose à ces conclusions. Pour eux, ce n'est qu'un accident. Mesdames et messieurs, faites très attention, un simple accident peut vous conduire à poil dans un sac verrouillé de l'extérieur. Soyons précautionneux. Et la version officielle devient encore pire en 2013. On dit que Gareth aurait perdu la vie pendant un jeu un peu intime qui aurait mal tourné. Pourquoi on pense à ça ? Parce qu'on a fouillé son historique de navigation et on serait tombé sur des sites qu'il aurait consultés, des sites mettant en avant le fait d'être ligoté pendant qu'on a des petites relations, ce genre de choses. D'ailleurs, on a même retrouvé dans son appartement des vêtements féminins. On raconte même qu'un jour, ses propriétaires l'ont surpris, attaché au lit, appelant à l'aide. Alors, l'affaire est close, classée et étouffée. Mais pour beaucoup, tout sonne faux. Le détective chief inspector Colin Sutton dénonce de son côté une mise en scène. L'appartement était trop propre. Il n'y avait aucune empreinte, aucun ADN, comme si en fait Gareth n'avait jamais vécu dans le logement. Le chauffage, alors qu'on était en plein été, était réglé au maximum, une méthode qui est connue pour accélérer la décomposition, mais aussi effacer toute trace de poison. Sur la table basse, il y avait des effets personnels à Gareth, portefeuille, téléphone qui étaient parfaitement alignés, presque comme un piège qui était là pour désorienter l'enquête. Pour Sutton, tout crie effacement. Alors que s'est-il passé? Un expert indépendant a tenté de reproduire l'expérience. La fameuse expérience de s'enfermer dans un sac tout seul. Ce n'était pas possible. Donc, quelqu'un a aidé Gareth, vivant ou mort, à rentrer dedans. Puis quelqu'un a verrouillé le cadenas, et ce quelqu'un savait exactement ce qu'il faisait. Alors, officiellement, Gareth est décédé à la suite d'un jeu intime qui a mal tourné. Officieusement, il reste l'ombre d'un homme qui en savait trop. Peut-être sur la Russie, peut-être sur les réseaux de blanchiment d'argent, ou peut-être même sur des secrets que nous ne devons jamais connaître. Alors on a sali son nom, on a effacé ses traces, mais la question glaciale, elle, persiste encore. Qui voulait que Gareth Williams se taise à jamais? Le mormonisme fascine.
intrigue et divise depuis près de 2 siècles. Et pour comprendre pourquoi cette religion s'est fracturée en une multitude de branches, il faut revenir à un jour précis, un jour où tout a basculé, le 27 juin 1884. Ce jour-là, le prophète Joseph Smith, fondateur de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, ils auraient dû faire légèrement plus long. Bref, je fais un peu d'humour là-dessus, mais malheureusement, il a été abattu dans des circonstances sanglantes. Et c'est sa mort, son assassinat, qui justement a marqué à jamais l'histoire du mouvement. Et ensuite qui a plongé ses fidèles dans un chaos dont ils ne se relèveraient jamais vraiment. Tout commence en 1830. À seulement 24 ans, Joseph Smith affirme avoir reçu une vision divine. Un ange nommé Moroni lui aurait montré des plaques d'or gravées au IVe siècle, retraçant l'histoire d'un peuple oublié venu d'Israël, un peuple installé autrefois sur le continent américain. Joseph traduit ce texte et publie le livre de Mormon. Autour de lui, une nouvelle église naît, portée par une foi brûlante et des croyances singulières. Mais très vite, les tensions éclatent. Parmi les pratiques les plus controversées, il y a la polygamie. Joseph Smith, dans le secret, encourage certains proches à prendre plusieurs épouses. Et dans l'Amérique puritaine du 19e siècle, ces révélations alimentent scandales, rumeurs, mais aussi de la haine. Chassés du Missouri, les Mormons se retrouvent en Illinois, où Joseph fonde la ville de Nauvoo. Protégée par une charte spéciale, cette cité devient un sanctuaire. Ses habitants jouissent d'une large autonomie, d'une milice locale, la Nauvoo Legion, un groupe fort de 5000 hommes, prêts à défendre la communauté. Et naturellement, à l'extérieur, cette indépendance inquiète. Aux yeux des habitants des environs, Joseph n'est plus seulement un prophète, il devient un chef militaire, un homme bien trop puissant et dangereux. Et c'est en 1844 que la tension explose lorsqu'un journal local, le Nouveau Expositor, publie des accusations incendiaires. Joseph Smith pratiquerait bel et bien la polygamie. Il serait déjà marié à 8 femmes et il serait en train d'en séduire encore d'autres, y compris des femmes déjà mariées. Là, le scandale est immense. Joseph, en tant que maire de Nauvoo, ordonne la destruction de la presse locale, un geste perçu bien sûr comme un affront à la liberté de la presse, à la liberté d'expression. La haine enfle, les foules s'enflamment, et très vite un mandat d'arrêt est lancé contre Joseph Smith. Le motif, la trahison. Mais le 27 juin 1844, alors qu'il fait très chaud dans l'Illinois, Joseph Smith est avec son frère, Hiram, et quelques fidèles en prison dans l'attente de leur procès. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que dehors, il y a une foule armée d'environ 200 hommes, le visage peint en noir, qui se rassemblent. Dans sa cellule, un ami glisse à Joseph discrètement un petit revolver à 6 coups, au cas où. Et en fin d'après-midi, un grondement sonne à l'extérieur. Puis, le chaos. Les assaillants forcent les portes de la prison. La milice locale censée protéger Joseph recule volontairement pour laisser entrer les foules. Et à l'intérieur de la cellule, Joseph et ses compagnons tentent de bloquer la porte et des coups de feu retentissent. Des balles traversent la porte, Hiram est atteint au visage, il s'effondre, mort instantanément et le chaos ne fait qu'augmenter. Joseph dégaine son petit revolver, il tire. Certains témoins disent qu'il a réussi à toucher plusieurs assaillants, d'autres que l'arme s'est enrayée. Les balles pleuvent, de la fumée commence à envahir la cellule, et quand Joseph n'a plus de munitions, il ne lui reste que une option, la fuite. Il grimpe sur l'appui de la fenêtre, mais il ne sortira pas. Un tir le frappe dans le dos, un autre lui transperce la poitrine. Joseph chute lourdement dans la cour, et même à terre, son calvaire ne s'arrête pas. Certains affirment qu'il était déjà mort, d'autres qu'il respirait encore, mais des hommes l'ont pris. Ils l'ont adossé contre un puits et lui ont tiré de nouveau plusieurs fois dessus. Ce 27 juin 1844, à 38 ans, Joseph Smith meurt dans la poussière de Carthage, aux côtés de son frère Hiram. Mais la mort de Joseph Smith plonge l'église dans le chaos. 3 personnes revendiquent sa succession. Sidney Rigdon, qui était le bras droit de Joseph, James Strang, qui prétend avoir reçu une lettre le désignant comme héritier, et Brigham Young, le président du quorum des 12 apôtres. Alors, avec ces 3 prétendants au trône, si on peut dire ça comme ça, et le mouvement se fracture. Brigham Young rallie la majorité des fidèles et il les conduit dans un exode à travers l'Ouest sauvage jusqu'en Utah où s'établira par la suite la branche principale du mormonisme. Mais d'autres refusent de le suivre. Certains forment la branche strangide, ceux qui suivaient James Strang, et d'autres fondent la communauté du Christ. Et près de 2 siècles plus tard, cette division perdure encore. Une division qui a connu ses débuts dans la chaleur étouffante de l'été 1844 et qui a pris forme d'une balle traversant la poitrine de Joseph Smith.
À la date du 10 juillet 1931, dans la petite ville minière de Jérôme, en Arizona, une chaleur étouffante écrase les ruelles poussiéreuses. Et à l'intérieur de l'un des bordels les plus chics de la ville, le corps sans vie de Juanita Marie dit Sammy Dean est retrouvé. Son visage porte les marques d'une lutte acharnée. Son cou montre les traces indéniables d'une strangulation. Pour les habitants, c'est un choc. Dans ce monde où se mêlaient argent, luxe et désir interdit, la mort rôdait toujours dans l'ombre. Mais ce meurtre-là, brutal, sauvage, semblait cacher autre chose. Parce que Sammy Dean n'était pas une inconnue. C'était une jeune femme de 30 ans, belle, convoitée, et elle travaillait dans le quartier rouge de Jérôme. Ses clients étaient triés sur le volet. Notable, homme puissant, aventurier fortuné, elle menait une vie confortable. Elle possédait sa propre voiture et gardait un écrin rempli de bijoux offerts par ses admirateurs. Elle semblait intouchable. Mais à Jérôme, surnommée la ville la plus dépravée d'Amérique, rien n'est jamais vraiment sûr. Derrière les lumières et les rires se cachaient les jalousies féroces, les vengeances secrètes et les secrets contus pour protéger. Lorsque la police arrive sur les lieux, la scène est chaotique. Meubles renversés, tiroirs vidés, objets dispersés partout. Pourtant, rien n'a disparu. L'écrin de bijoux de Sammy est intact et son argent aussi. Le meurtrier n'était pas venu pour la voler. Et près du corps, il y avait un détail glaçant. Le berger allemand de Sammy, réputé comme étant extrêmement protecteur, était assis tranquillement, la tête basse. Aucun signe d'agression. Il gémit doucement comme si lui connaissait l'assassin. La police envisage alors une autre piste. Un crime passionnel. Un amant rejeté, un rival humilié, quelqu'un qu'elle aurait menacé de révéler. La liste des suspects s'allonge rapidement, mais personne n'est jamais inculpé. Et pour cause, certains noms font trembler la ville. Le fils du maire, le fils du shérif, un riche notable, même Léo Portillo, le meilleur ami de Sammy, et celui même qui a découvert son corps. Tous étaient protégés, tous étaient intouchables. Et l'enquête s'enlise dans un silence de plomb. Derrière les rumeurs, un parfum de complot s'installe. Beaucoup murmurent que l'affaire a été étouffée pour protéger l'un des leurs. Certains documents disparaissent, d'autres sont falsifiés. Même sa propre famille modifie son acte de naissance comme pour brouiller les pistes. Peu à peu, le dossier s'efface, englouti dans l'oubli. Et avec lui, la vérité sur ce qui est réellement arrivé à Sammy Dean. Près d'un siècle plus tard, le mystère reste entier. Pourquoi l'a-t-on tué ? Qui voulait la faire taire? Et jusqu'où les puissants de Jérôme étaient-ils prêts à aller pour protéger leurs secrets? Chaque année, la ville perpétue sa mémoire à travers un Ghost Walk, retraçant ses derniers jours. Certains habitants jurent même que son fantôme hante encore les ruelles, comme pour réclamer justice. L'histoire de Sammy Dean, c'est plus qu'un crime. C'est une cicatrice qui s'est jamais vraiment refermée sur la ville. Un murmure d'ombre et de sang, une ombre, un secret entouré sous la poussière du désert et qui, peut-être, sûrement, ne sera jamais révélé. Mesdames et messieurs, on en a fini pour ces 5 histoires réelles terrifiantes. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a appris des choses. Personnellement, je n'avais jamais entendu parler de ces histoires avant de les découvrir. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ça permet aussi d'apprendre des choses, notamment sur le mormonisme. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi en tout cas, après avoir fait la vidéo, je me sens un peu moins bête. J'ai appris des choses, j'aime ça, mêler culture et horreur. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ces histoires. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Rejoignez-moi aussi sur Instagram AkenTV que je vous mets juste ici. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin si vous êtes arrivé jusqu'ici. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!